Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sommaire. Couverture. 4e de couverture. Copyright. Titre. Avant-propos. Daniel Reichswald, Christian Lemoine et Nicolas Pélissier. Introduction. Laurent Collet et Carsten Wilhelm. MOOC, les vrais enjeux. Pierre Meuglin. MOOC et SIC, une relation propice à une synthèse méthodologique. Carsten Wilhelm. L'école sous l'influence du numérique. Quelques enjeux et perspectives pédago-techniques. Victoria Pérez Labourdette Lembe. D'une étude de l'apprentissage des réseaux socio-numériques à l'élaboration d'une éducation à la vie privée. L'apport des SIC. Julien Pierre. Les usages numériques personnels des enseignants du primaire et leur développement professionnel. Dima Anna et Séraphin Alava. Refondation de l'école. L'apport des SIC pour penser les situations et les pratiques de communication pédagogique instrumentées cas de l'utilisation de tablettes en classe. Sidonie Gallo. Un regard SIC en éducation. L'ENT pourrait-il favoriser l'intégration à l'université? Katia Papy et Thierry Gobert. L'apport des SIC dans les recherches sur l'enseignement-apprentissage des langues par écran. Christine Develotte. La co-construction du numérique comme objet d'enseignement-apprentissage, apport d'une recherche étudiant les interrelations entre imaginaire et pratique au sein du cadre socio-technique. Anne Cordier. Pratique familiale d'un ENT au collège, étude des effets établissement classe et enseignants et de leur influence sur les pratiques en construction. Bastien Louessard et Philippe Cotier. Liste des auteurs. Adresse. Avant-propos. Daniel Reichswald, Christian Lemoine et Nicolas Pélissier. Vous trouverez ci-après l'un des 5 ouvrages issus des actes du 19e Congrès de la Société française des sciences de l'information et de la communication, Université de Toulon, juin 2014. Ce congrès, qui se tient tous les 2 ans, est un événement scientifique majeur dans la structuration de notre discipline et de ses champs de recherche. Il rend compte de la diversité des travaux de chacun et témoigne de la place des sciences de l'information et de la communication au sein des sciences humaines et sociales. Il est moment clé d'expression et de débat, mais aussi de représentation et d'affirmation de notre appartenance à une communauté de savoir. À Toulon, lieu d'implantation de la plateforme Télomédia dédiée aux médias numériques, la SFSIC avait choisi d'éclairer l'identité des SIC en valorisant des problématiques et des recherches sur les pratiques sociales confrontées aux évolutions des dispositifs techniques et technologiques. Il s'agissait non seulement d'analyser les effets de la mutation numérique, mais également la façon dont celle-ci travaille et recompose nos relations aux systèmes techniques antérieurs. Il s'agissait de mettre en évidence à la fois les recherches sur les technés et sur les praxis, sur les relations aux outils et sur les savoir-faire pratiques. 3 types d'interrogations ont structuré les échanges. D'une part, comment penser la genèse des technologies d'information-communication? Que doivent-elles à la technique et à la science? 2 grands registres dont certaines analyses estiment qu'ils ont été tenus séparés jusqu'au XIXe siècle, avant qu'ils ne se rencontrent pour former les technosciences? Et que dire encore des choix, des contraintes, de la part de créativité, des agencements qui ont conduit à ce qu'elles sont aujourd'hui? Bref, que savons-nous sur les façons dont elles se construisent? D'autre part, que font les technologies d'information et de communication à la société? Comment transforment-elles notre façon d'être ensemble, d'échanger ou de nous diviser, au travail, dans la sphère domestique, dans les espaces multiples d'apprentissage, sur les scènes de mouvements sociaux, des pratiques culturelles? Quels en sont les usages passifs ou actifs, les détournements, les fractures? Comment transforment-elles le rapport de chacun au monde et à ce qui le fait exister? Intimité, publicité, contrôle, secret, lien social, représentation? Comment sont-elles questionnées par l'art et la création? Réinventées dans les loisirs, mobilisées par les politiques publiques? Enfin, comment les sciences de l'information et de la communication conçoivent et mettent-elles en place les enseignements universitaires théoriques et pratiques nécessaires aux acteurs et futurs acteurs chargés de développer les usages des technologies de l'information et de la communication? Quels savoirs et savoir-faire professionnels,
extra-professionnelles ou socio-culturelles faut-il mobiliser pour les maîtriser? Et quelles sont les formations adaptées au développement de ces compétences? Les textes proposés ici mettent en évidence la contribution féconde des travaux en sciences de l'information et de la communication aux réponses à ces diverses et importantes interrogations. Ils ont été retenus à l'issue d'une sélection exigeante par le conseil d'administration de la SFSIC. Publiés en 5 volumes thématiques correspondant aux différents axes du Congrès de Toulon, ils sont bien distincts des actes en ligne du 19e Congrès disponibles sur la plateforme www.sfslc2014.sciencesconf.org. Ces volumes inaugurent une nouvelle collection de la SFSIC distribuée par les éditions L'Harmattan, qui ont un rôle de premier plan dans la valorisation des travaux français en sciences de l'information et de la communication. Cette coopération éditoriale inédite a pour objectif essentiel d'assurer la diffusion la plus large possible, sur le territoire national et surtout dans le bassin francophone, des recherches présentées dans le cadre des grandes manifestations organisées ou labellisées par notre société savante. Congrès, journées doctorales, colloques thématiques, assises. Une mention particulière mérite d'être faite au prix Jeunes chercheurs, qui récompense tous les 2 ans une thèse singulière soutenue dans notre discipline, et dont le gagnant voit aussi son travail publié dans la présente collection. Les 5 ouvrages issus du 19e Congrès, Toulon, juin 2014. Vers une culture @TIC. Médias, journalisme et espace public à l'épreuve de la numérisation, sous la direction de Nicolas Pélissier et Élise Masse. Art et création au prisme des TIC, sous la direction de Mélanie Bourda, Julia Bonaccord et Daniel Reichwarg. Numérique, éducation et apprentissage, les enjeux communicationnels, sous la direction de Laurent Collet et Karsten Willem. Sciences, techniques et société, recherche sur les technologies digitales, sous la direction de Paul Rass et Cyril Maslow. Organisation digitale, individus, santé, déontologie en contexte numérique, sous la direction de Elisabeth Garder et Christian Lemohen. Introduction. Le numérique se glisse aujourd'hui de plus en plus dans la praxis de l'éducation et de l'apprentissage, et produit de multiples phénomènes nouveaux. Libération des contenus, irruption d'objets numériques, machines à communiquer dirait Jacques Perriot, 1989, outils cognitifs ou prothèses dans la pratique scolaire et dans l'enceinte de l'école et de l'université, utilisation des apostrophes, outils audiovisuels et numériques pour diffuser massivement des contenus pédagogiques, processus dit de rupture pour révolutionner l'enseignement ou au contraire alimenter le panopticon, Foucault 1975, au service du marketing et de la surveillance dans l'objectif commun atteindre un idéal décuplé d'efficacité donnant raison à Ellul, 1954, que la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps est de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace. Que ce soit au travers des questions techniques ou de celles concernant le développement de technologies voulues toujours plus innovantes, les auteurs de cet ouvrage nous montrent que les usages et pratiques concrètes de ces dispositifs se développent dans un entre-deux qui intéresse en tout premier lieu les chercheurs en sciences en l'information et de la communication. Ce livre réunit des contributions, issues des travaux de l'axe éducation et apprentissage, du 19e Congrès de la Société française des sciences de l'information et de la communication, SFSIC, qui s'est tenu à Toulon du 4 au 6 juin 2014 et qui proposait de penser les techniques et technologies selon différentes thématiques, société, organisation, éducation et apprentissage, art et création et médias. Nous avons choisi de proposer dans cette introduction 2 parcours de lecture. Le premier est thématique et porte donc sur le numérique dans l'éducation et dans l'apprentissage, et particulièrement sur le phénomène des MOOC et sur la question de la culture numérique. Le second est épistémologique, et repose sur le positionnement des sciences de l'information et de la communication des questions traitées. Les dispositifs numériques dans l'éducation et dans l'apprentissage. Les MOOC. Un phénomène en particulier attire une grande attention dans la communauté universitaire, et à lui tout seul, concentre bon nombre de faisceaux de discours et de processus intéressants pour les sciences de l'information et de la communication appliquées à l'éducation. Il s'agit de celui des MOOC,
Ces cours à grand nombre d'inscrits ouverts en ligne sont des dispositifs de type site internet contenant des vidéos et autres ressources pédagogiques et exercices interactifs. Ils mobilisent parfois des forums, mais ne sont que très rarement conçus comme des véritables outils de travail collaboratif. Le discours d'accompagnement de ce phénomène le situe à la croisée de l'innovation technologique et de l'émancipation de l'individu de cadres présentés comme sclérosés, les systèmes éducatifs en première ligne. 3 plateformes, Coursera, Udacity et edX illustrent à elles seules l'offensive par les MOOC des universités américaines. Mais le phénomène est mondial et concerne aussi la France et l'initiative lancée en octobre 2013 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, France Université Numérique. Plusieurs centaines de milliers de participants sont annoncés ici et ailleurs, et sont l'occasion de mettre en perspective les processus et les institutions établies. Face à l'idéologie médiaculturelle de Formation sans frontières, des enjeux sociaux et économiques de l'industrialisation de la filière, des questionnements sur de nouvelles pratiques pédagogiques, les usages réels de ces plateformes qui restent à découvrir, des chercheurs en sciences de l'information et de la communication se saisissent de ces objets pour les analyser et les penser au-delà des discours traditionnels quant à leur prétendu succès, dont notamment une plus forte démocratisation de l'accès à l'enseignement. D'autant plus que les SIC étudient ces questions depuis bien avant l'arrivée des MOOC. Ainsi, Pierre Meuglin, dans De quoi les MOOC sont-ils l'enjeu, démontre à juste titre qu'ils sont les héritiers d'une longue histoire au sein des institutions de formation et d'enseignement d'usage de la technique, de rationalisation organisationnelle et de production idéologique d'accompagnement. Par contre, la financiarisation du secteur via les capital risqueurs investissant à coût de dizaines de millions de dollars dans des plateformes contribue à accélérer l'intégration des industries éducatives dans les industries culturelles. La contribution de Carsten Wilhelm, MOOC et SIC, une relation propice à une synthèse méthodologique, rappelle qu'ils sont l'occasion de réactiver les critiques des propositions des tenants de l'approche connectiviste, accès libre à la connaissance, apprentissage individuel, indépendance et valorisation des communautés d'apprenants. Mais au-delà de ce cadre idéologique, c'est bien la question de l'industrialisation de la production et l'arrivée de nouveaux acteurs privés, qui se pose avec les stratégies marketing inhérentes à la logique économique. Pédagogique transmissive et non participative parce que reposant sur des professeurs stars, analyse des statistiques des MOOC pour améliorer le dispositif ainsi qu'à des fins secondaires comme le marketing et la sélection de talents. L'article de Victoria Perle-Labourette, L'école sous l'influence du numérique, quelques enjeux et perspectives pédago-techniques, traite de la question de l'analyse des données. L'auteur s'intéresse aux traces des apprenants sur une plateforme de MOOC et l'exploitation pédagogique, mais pas seulement qu'il est possible d'en faire. Cet article interroge la valeur ajoutée de la médiatisation des cours à chercher peut-être plus du côté de ce qui est enregistré du côté de l'apprenant, que du côté des contenus mis en ligne. La culture numérique. Le numérique fait partie du quotidien de l'enseignement tant du côté des enseignants que du côté des apprenants. On peut même parler d'usage au quotidien et au-delà de culture numérique. Cette culture numérique est à construire pour Julien Pierre. Dans D'une étude de l'apprentissage de Facebook à l'élaboration d'une éducation à la vie privée, l'apport des SIC, cet auteur montre que la culture numérique ne saurait se limiter à la simple littératie numérique prônée par certains. Pour lui, les enjeux sont plus larges et portent sur l'autonomisation du sujet qu'il faudrait inviter par des pratiques de soi, à prendre conscience de son rapport au monde, à se soucier des autres et à s'engager dans la citoyenneté. En d'autres termes, la culture numérique n'a de sens qu'en prolongeant l'ère des Lumières et la formation de l'honnête homme. En acceptant cette définition de la culture numérique, il n'est peut-être pas étonnant alors de constater que les enseignants soient capables de l'adopter. En effet, dans le cadre d'une enquête qualitative auprès des enseignants des écoles primaires de Haute-Garonne, Dima Hanna et Séraphin Alava montrent qu'il existe une corrélation entre les usages numériques et les variables du développement professionnel. Dans leur article, les usages numériques informels contribuent-ils au développement professionnel des enseignants des écoles primaires de la Haute-Garonne ? Elles explicitent les liens entre la recherche de nouvelles méthodes pédagogiques, l'échange et la réflexion sur l'acte d'apprendre-enseigner, et la préparation des cours,
au point finalement que l'espace numérique semble aujourd'hui fortement investi par les structures pédagogiques institutionnelles, d'édition, associatives et collaboratives. Seulement, le transfert d'une culture numérique développée pour soi vers une culture numérique en classe ne va pas de soi comme l'écrit Sidonie Gallo dans Refondation de l'école, l'apport des SIC pour penser les pratiques sémiotiques de communication pédagogique instrumentée. Le cas de l'utilisation des tablettes en classe, par exemple. Sur la base d'une étude comparative entre deux classes, l'une sans tablette et l'autre avec, elle montre que l'enseignant a tendance à rester dans la pédagogie transmissive par peur de voir la situation lui échapper alors même que des scénarios pédagogiques permettraient l'autonomie de l'élève, notamment ceux exploitant le sens ludique et le plaisir des jeunes comme opportunité de transformation au service d'un apprentissage global et autonome. Pour l'auteur, le cadre de la culture scolaire livresque doit évoluer. C'est un constat similaire pour l'université qu'arrivent Katia Papi et Thierry Gobert dans un objet de recherche en SIC dans l'espace éducatif. L'ENT peut-il favoriser l'intégration universitaire ? En effet, peu de relations sont médiatisées par les ENT car les enseignants du supérieur n'ont pas tous l'habitude d'utiliser les TIS, ni d'y mettre des ressources pour leurs cours, et de fait, ne favorisent pas son utilisation par les étudiants. L'outil, potentiellement intégrateur des primo-entrants à l'université, n'est donc pas pleinement exploité. Or, l'engagement de l'enseignant apparaît comme primordial pour que la valeur ajoutée de l'outil s'exprime. Une autre manière d'aborder la question de la culture numérique est de s'intéresser à ce qui se passe sur les écrans comme le propose Christine Devlotte dans l'apport des SIC dans les recherches sur l'enseignement-apprentissage de langue par écran, où elle distingue 3 dimensions: le champ de l'écran, le contre-champ de l'écran de l'interlocuteur et le hors-champ ou contexte. À partir de ce découpage, elle étudie les comportements de gestion de ces espaces par des apprenants à distance et démontre que dans la gestion mise en scène de ces champs, se joue l'identité numérique des interlocuteurs. Elle en conclut la nécessité de formation spécifique pour les enseignants et le rôle à jouer des sciences de l'information et de la communication. Dans la même lignée de questionnement, Anne Cordier invite les enseignants à accepter la posture de maître ignorant, dans l'article « La construction du numérique comme objet d'enseignement-apprentissage », apport d'une recherche étudiant les interrelations entre imaginaire et pratique au sein du cadre socio-technique. En étudiant des classes de collège et lycée, elle a pu noter que l'imaginaire social de la technique et du rôle de l'enseignant conduisait à des situations de communication en tension entre les pratiques informationnelles des adolescents et l'acte d'enseignement où les figures de sachant-apprenant sont brouillées. D'où la nécessité pour les enseignants d'accepter l'imprévu, inhérent à l'outil numérique. À traiter de la question des MOOC et de la culture numérique, on en oublierait presque que la formation d'un élève se réalise en contexte, impliquant des institutions scolaires et des parents. C'est tout l'apport du texte de Bastien Louessard et Philippe Cotier qui a pour titre « Pratique familiale d'un ENT au collège ». Étude des effets établissement classe et enseignants et de leur influence sur les pratiques en construction. L'apport des SIC. L'éducation et l'apprentissage sont des sujets hautement culturels et communicationnels, parce qu'ils pèsent l'espoir à la fois de transmission de valeurs et de connaissances d'une société et à la fois d'émancipation de l'individu apprenant. Les SIC ont toujours eu un intérêt particulier pour ces sujets, et les textes réunis dans cet ouvrage en témoignent. Loin de tout déterminisme technique ou social, les textes présentés saisissent des tendances actuelles dans toute leur complexité. L'ensemble des approches mobilisées accorde un intérêt particulier aux relations liant l'individu au social, plutôt qu'elle ne privilégie une conception fondée sur la seule opposition humain-technologie. Cette tension propre à la pratique de la recherche en sciences sociales et dans les sciences de l'information et de la communication nécessite de faire varier les angles de lecture. Politique, de formation critique au traitement de l'information, qui n'est pas si simple comme le rappelle Julien Pierre. D'ailleurs, l'usage des écrans du côté des formateurs et des apprenants porte moins sur cette dimension que sur l'image de soi à mettre en scène d'après Christine Devlotte. D'autant plus que la maîtrise des dispositifs par les apprenants, parfois plus que par les enseignants, invite ces derniers à devoir accepter le renversement du rapport entre apprenants et enseignants selon Anne Cordier. Dès lors, comment former à l'usage critique des dispositifs numériques, quand ces derniers ne sont pas totalement maîtrisés ? Économique,
de production et de commercialisation de biens et services d'enseignement non présentiels. Approche que l'on retrouve dans les textes de Pierre Meuglin et Carsten Wilhelm. Sociologique, dans le renouvellement des relations institutionnalisées entre l'école et les parents dans le texte de Bastien Louessard et Philippe Cottier, et l'école et l'université dans celui de Katia Papy et Thierry Gobert. Sociologique, également dans le développement de nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage. C'est de cette manière que le texte de Victoria Père-Labourette sur l'enregistrement des traces de l'apprenant pour comprendre ses parcours cognitifs est à comprendre. Innovation pédagogique. À rebours, l'introduction de dispositifs numériques dans l'enseignement et l'apprentissage n'est pas nécessairement source d'innovation comme le démontrent les textes de Dima Hanna et Séraphin Alava, et Sidonie Gallo. L'apport des SIC à travers ces focales s'exprime ici précisément dans la capacité de réunir et de penser ces apports complémentaires pour permettre un regard à perspectives multiples, condition qu'ils partagent sur ce terrain particulier avec les sciences de l'éducation, Jacquinot, 2004, avec la particularité qu'ils mettent au centre le fait communicationnel et l'usage, celui des acteurs et des dispositifs, concept au cœur des approches en SIC. De plus, tout en prenant acte de la fragmentation et de la diversité des travaux qui concernent l'étude de l'éducation et de l'apprentissage, Thio et Kernéis, 2012, tout comme en reconnaissant d'emblée les contradictions inhérentes aux définitions disciplinaires, Meuglin, 2010, et aux connotations culturelles et linguistiques des concepts étudiés, Dumas, 2014, les auteurs, par la diversité des sujets présentés et des approches mobilisées, présentent à la fois la diversité et la spécificité du regard que les SIC peuvent porter sur les techniques et technologies dans ce domaine, particulièrement avec les mutations induites par le numérique. Laurent Collet et Carsten Wilhelm. Bibliographie. Élulgie 1954. La technique ou l'enjeu du siècle. Paris, Armand Collin. Foucault Monsieur 1975. Surveiller ou punir, naissance de la prison. Paris Gallimard. Thioef Jacques Kernéis. Technologie numérique et apprentissage. Observatoire des cadres de référence et des discours. 2012, 10e séminaire M@Ersoin, les 24 et 25 mai 2012, Brest. Al plus petit que SIG 0087269 plus grand que http://archivésique.ccsd.cnrs.fr/SIG 0087269. Jacquinot Delaunay, SIC et 7 sont dans un bateau. Hermès, la revue 1 2004e numéro 38, page 198 à 198. Kogan AF et Maë Communication ou création. Quels sont les usages des TIC? Deuxième workshop de Marsouin 4 et 5 décembre 2003, ENST Bretagne, Brest, en ligne www.marsouin.org/lmg/afsoc-m-bas-s4c1-banorm.pdf. Perriot J 1989. La logique de l'usage. Essai sur les machines à communiquer. Paris L'Harmattan. Meuglin P 2010. Une approche transdisciplinaire des outils et médias éducatifs, acte du congrès de la SFSIC. En ligne. http://outils-outils-outils-index.phr/outils-index.php/paper/view/144. Dumas PH, 2014, Technologie numérique, langue et circulation des savoirs, communication, technologie et développement numéro 1, septembre 2014, en ligne http://www.comtechdev.com. MOOC, les vrais enjeux. Pierre Meuglin, professeur Lapsic Université Paris 13, MSH Paris Nord, membre senior de l'Institut universitaire de France, mail pierre.meuglin@wanadoo.fr. Résumé. Un constat figure dans l'appel à communication de la SFSIC, celui d'une offre de dispositifs techniques en éducation, tels que MOOC, qui n'est pas toujours l'œuvre d'acteurs traditionnels en formation, mais celle d'acteurs issus du secteur marchand et porteurs de logiques autres que pédagogiques. À la question sur laquelle ce constat débouche, s'agit-il d'une réindustrialisation du secteur? Nous répondons positivement, mais en insistant sur la complexité endogène de cette réindustrialisation.
Mots-clés, MOOC, industries éducatives, industrie culturelle, courtier informationnel. Massive Online Open Course. What is really at stake? Abstract. A start from an observation in the call for papers from the SFSIC that there is an offer of technical devices in education, such as MOOC, which comes not always from traditional players in training, but from actors in the commercial sector and holders of non-teaching logics. À tout de questions on which this observation leads, is it a re-industrialization of education? My answer is yes, but emphasizing the endogenous and complex origin of this reindustrialization. Keywords, MOOC, Educational Industry, Cultural Industry, Information Broker. Cette contribution part du constat figurant dans l'appel à communication lancé par la SFSIC en 2014, d'une offre de dispositifs techniques en éducation, tels que MOOC, qui n'est pas toujours l'œuvre d'acteurs traditionnels en formation, mais celle d'acteurs issus du secteur marchand et porteurs de logique autre que pédagogique. SFSIC 2014/1. Ce constat débouche sur l'interrogation à laquelle cette contribution sera consacrée. S'agit-il d'une réindustrialisation du secteur? Ibidem. Ces constats et interrogations sont intéressants à deux titres. D'une part, ils font référence à une industrialisation de la formation, phénomène ignoré ou fortement sous-estimé par nombre de spécialistes, mais qui n'en est pas moins réel et dont nous savons qu'il est dû à la conjonction de processus de technologisation, de rationalisation bureaucratique et d'institutionnalisation remontant à la première moitié du XIXe siècle en Europe et qui s'y intensifie à partir du début du XXe, ainsi qu'aux États-Unis, puis dans le reste du monde. D'autre part, la mention d'une réindustrialisation par les MOOC a l'intérêt de rappeler que dans les industries éducatives comme dans les industries culturelles, aucun modèle industriel unique ne s'impose jamais définitivement. En réalité, l'industrialisation est toujours tendancielle et ses formes varient selon les rapports de force entre acteurs en lice et en fonction du renouvellement des outils et des médias. Sur deux points essentiels toutefois, les propositions de l'appel à communication prêtent à discussion. La première veut que cette réindustrialisation soit le fait d'intervenants exogènes qui concurrenceraient les acteurs traditionnels de l'éducation, s'y substitueraient et finiraient par devenir assez puissants pour imposer à l'ensemble du système des logiques autres que pédagogiques, ibidem. Le système serait donc soumis de l'extérieur à une logique industrielle à laquelle les principaux intéressés ne consentiraient, ni ne contribueraient a fortiori. Or, nous montrerons que si cette proposition n'est pas inexacte, elle néglige toutefois les facteurs endogènes qui sont au moins aussi importants. La seconde proposition a trait à ce que l'appel à projet dit de la corrélation entre marchandisation et industrialisation, dans le passage où il est question des acteurs issus du secteur marchand, porteurs d'un phénomène de réindustrialisation du secteur, ibidem. Or, nous verrons que la marchandisation est loin d'être le seul facteur auquel imputer cette réindustrialisation, et qu'elle en est d'ailleurs au moins autant la conséquence que la cause. En somme, nous nous efforcerons d'interroger l'hypothèse de l'affrontement entre une organisation artisanale et endogène, régie par les principes du service public, et une organisation exogène, induite par la logique commerciale de la privatisation. Pour ce faire, nous suggérons qu'elle repose sur le présupposé de deux relations dont la réalité n'est pas démontrée. Premièrement, une relation d'équivalence entre artisanat et service public, alors que c'est l'État qui, dès l'origine, est le principal vecteur de l'industrialisation éducative. Deuxièmement, une relation consécutive de la marchandisation à l'industrialisation, alors que l'une et l'autre ne vont pas forcément de pair. Autrement dit, nous insisterons sur le fait qu'avec le développement des MOOC, il y a bien industrialisation et réindustrialisation éducative, mais que celles-ci ne sont pas ou pas entièrement imputables à des agents externes. En réalité, ces phénomènes s'inscrivent aussi, peut-être surtout, dans des mutations internes dont les ressorts seraient à rechercher dans l'évolution des pratiques et modèles éducatifs eux-mêmes. Plus exactement, nous mettrons ici l'accent sur le fait que certains acteurs du système ayant intérêt à son industrialisation feraient appel à des outils propres à les conforter dans leur stratégie, les MOOC apparaissant alors comme les enjeux de cette lutte en faveur de l'industrialisation davantage que comme ses vecteurs. Quant à cette industrialisation, elle se déclinerait à trois niveaux corrélés, repris successivement ci-dessous,
celui de l'usage stratégique de la technique, celui de la rationalisation organisationnelle de la filière et enfin, celui de la production idéologique de discours d'accompagnement. Usage stratégique de la technique. S'il est un point sur lequel partisans et adversaires de la technicisation éducative trouvent à s'accorder, c'est celui selon lequel l'introduction d'un outil ou média dans une classe, dans un établissement ou dans l'institution scolaire et universitaire en général, y exercerait sur les manières d'enseigner, d'apprendre et d'organiser l'éducation une pression suffisante pour qu'elles en soient transformées ipso facto. Transformation pour le meilleur, soutiennent par exemple les tenants de l'informatisation de l'école, lorsqu'ils font des tablettes et tableaux blancs interactifs des incitations pour individualiser l'enseignement, l'organiser selon les principes de la pédagogie par objectif ou pour favoriser l'apprentissage à plusieurs et en réseau et permettre aux apprenants de faire des essais et des erreurs et d'accéder à des connaissances non scolaires. Transformation pour le pire, répondent ceux qui, à l'inverse, voient dans cette informatisation un facteur de confusion entre information et connaissance ou entre savoir-faire et savoir, et qui dénoncent une pratique mécanisée de l'éducation débouchant sur un enseignement de la machine plutôt que sur un apprentissage par la machine. Certes, les représentants des deux camps ne prêtent à la technique aucun pouvoir magique, tous admettant que son efficience dépend des intentions de ceux qui la conçoivent et de son emploi par ceux qui s'en servent. Cependant, les uns et les autres appréhendent les outils et médias comme des objets, au sens étymologique du terme, dont les pouvoirs et fonctionnalités sont définis de l'extérieur et auxquels les acteurs de l'éducation sont confrontés sans avoir d'autre choix que de les adopter, les rejeter ou en détourner occasionnellement les usages. Ceux qui se disent favorables à la technicisation éducative évoquent un électrochoc salutaire et, en cas d'opposition, des résistances au changement. Les autres se situent sur le registre de l'invasion subreptice, de la colonisation et de la conversion forcée. Mais tous partagent la représentation d'un outil ou d'un média porteur d'un projet exogène, accompagné de ses valeurs et logiques propres. Cette conception a l'inconvénient, selon nous, de reposer sur la confusion de deux situations sans commune mesure. D'un côté, celle d'enseignants et ou d'apprenants confrontés à des dispositifs qui ne correspondent pas à leurs intérêts, mais qui leur sont imposés par leurs collègues, l'administration ou d'autres instances. De l'autre côté, la situation d'institutions ou groupes d'acteurs qui prennent la décision d'adopter ces dispositifs et pour lesquels cette adoption sanctionne un rapport de force, cristallise des habitus et statuts et stabilise des normes et représentations qui leur sont favorables. D'un côté, par conséquent, des agents n'ayant rien à gagner à introduire l'innovation qui leur est imposée. De l'autre, des acteurs intéressés à cette innovation et par elle et qu'ils choisissent, même si au départ, ils n'en mesurent pas toutes les implications et ne sont donc pas toujours à l'abri de mauvaises surprises en cours de route. Confondre ces deux situations en alignant la seconde sur la première, c'est manquer ce qu'il y a de stratégique dans le recours à la technique. Les incidences de cette confusion ressortent bien de la manière dont les MOOC sont généralement appréhendés en tant que produits dont la forme industrielle pousserait à l'industrialisation de l'éducation. En l'occurrence, cette interprétation suscite trois réserves. Premièrement, ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'incursion d'acteurs extérieurs à l'éducation. L'histoire moderne et contemporaine des outils et médias éducatifs est celle des stratégies des industriels à la conquête de marchés captifs, aux enjeux financiers énormes, Meuglin 2005, Meuglin 2010. Hachette et les autres éditeurs de manuels scolaires de la première moitié du XIXe siècle ouvrent une voie. Chopin 1992, Q'. Empruntent après eux, et avec des réussites diverses, les constructeurs de machines à enseigner, Baron Bruyard 1996, les éditeurs de plaques de lanternes magiques, Perriot 1981, les producteurs de cinéma et pionniers de la radio et de la télévision, Cuban 1986, puis les fabricants de laboratoires de langue et concepteurs de vidéodisques interactifs. Aux États-Unis, ce n'est pas un hasard si, en réaction au lancement du Spoutnik contre les visées agressives de l'URSS et sous la pression du lobby industriel de l'audiovisuel, le titre 7 du National Defense Education Act prône en 1958 la mise en œuvre de recherche et expérimentation à grande échelle sur la conception et l'utilisation de nouveaux outils pédagogiques, Settler 1990. Dans un contexte géopolitique très différent, il en va de même mutatis mutandis en France pour le programme informatique pour tous,
fruit en 1985 de la volonté gouvernementale d'offrir, contre IBM notamment, des débouchés éducatifs à 4 firmes françaises en mal de marché. Les MOOC n'inventent donc rien, ils sont au contraire les héritiers d'une longue histoire. Deuxièmement, la nouveauté dans cette histoire tient à ce que le lancement de ces MOOC n'est pas le fait des fabricants de matériel et des opérateurs de télécommunications, les outils et réseaux que les plateformes mobilisent étant déjà d'usage suffisamment courant pour qu'il n'y ait pas à en lancer ou relancer la dynamique industrielle et commerciale par les applications en éducation. En réalité, ce sont les capital risqueurs, gestionnaires de fonds de pension, investisseurs et spéculateurs à titre privé qui, par les dizaines de millions de dollars levés en quelques mois, font la montée en puissance exceptionnellement rapide des 3 principaux opérateurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.